Nous parlons de la situation sécuritaire au Mali aujourd'hui dans la une de Jeune Afrique avec une question. La capitale Bamako risque-t-elle de tomber aux mains des djihadistes? Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Matteo Maillard et Ali Ascofaré publient dans Jeune Afrique un article intitulé Les djihadistes du JNIM peuvent-ils faire chuter Bamako? Des informations alarmantes ont circulé ces dernières semaines, mais Jeune Afrique n'y croit pas vraiment et parle de rhétorique alarmiste. Oui, malgré la vive émotion, vous en avez parlé, médiatique, qui a suivi fin octobre les alertes d'ambassades occidentales et l'appel de la Commission de l'Union africaine à une action urgente, tout récemment celui de la CEDEAO, non, la chute de Bamako n'est pas à l'ordre du jour, même si la capitale malienne n'a jamais été autant mise sous pression depuis 2012. Certes, les djihadistes du JNIM sont de mieux en mieux armés, surtout financés. La libération, il y a 3 semaines, d'un otage émirati, un général membre de la famille régnante Al Maktoum, ça leur a rapporté quand même 50 millions de dollars et une cargaison d'armes libyennes. Mais ils ne contrôlent aucun chef-lieu de région et leur emprise s'exerce là où l'armée et l'administration sont absentes. Le JNIM, c'est 8000 hommes, tout au plus, alors que les FAMA, qui n'ont plus rien à voir avec la troupe en déroute de 2012, compte 40 000 hommes avec des drones, des hélicoptères, des avions, 1 millier de supplétifs russes. Bref, dans le cadre d'un assaut conventionnel sur une métropole de 4 millions d'habitants où ils ne bénéficient que de très peu de relais, les djihadistes n'auraient aucune chance et ils le savent. Bamako, ça n'est ni Kaboul ni Damas, Catherine. Leur objectif immédiat n'est donc pas de faire tomber Bamako, selon vous, Bamako ou de grands centres urbains. Alors, quelle est leur stratégie, François Soudan? Alors, les djihadistes mènent à la fois une guerre d'usure avec des méthodes qui relèvent du terrorisme et une guerre asymétrique qui leur permet d'avoir l'avantage tactique et d'imposer un ordre alternatif basé sur la charia partout où ils s'implantent. Après plus de 10 ans de guérilla, de harcèlement, ils tentent d'appliquer depuis quelques mois une sorte de stratégie de l'archipel en isolant les villes les unes des autres et en coupant leur approvisionnement, notamment en carburant. Peu à peu, l'étau se resserre autour de Bamako, dans les régions de Ségou et de Koulikoro. Mais l'objectif des djihadistes n'est pas, on l'a dit, de s'emparer de la capitale. Il est de contraindre le régime à négocier un partage du pouvoir ou, à défaut, de provoquer sa chute de 2 manières, soit par un soulèvement populaire, mais hypothèse très peu probable pour l'instant, soit via un coup d'État militaire qui amènerait au pouvoir une nouvelle junte plus conciliante à leur égard, Catherine. Et nous en venons à présent aux récentes déclarations sur les réseaux sociaux de Maître Mountaga Tall, l'une des rares personnalités maliennes à exprimer publiquement un point de vue critique et qui prône l'ouverture d'un dialogue avec les groupes armés. Alors est-ce vraiment souhaitable ? Je crois qu'il est clair, après 13 années de conflit, que la solution purement militaire de part et d'autre, elle n'est plus une option crédible et que la conjoncture se prête objectivement à l'ouverture d'un véritable dialogue inclusif. La conjoncture, c'est que la composition des groupes armés a profondément évolué. Les djihadistes ne sont plus un problème algérien ou libyen exporté vers le Mali, mais un problème endogène malien avec un JNIM dont le recrutement est de plus en plus intercommunautaire et dont les chefs sont des ressortissants maliens parfaitement connus et identifiés. Alors, c'est vrai qu'un dialogue avec un groupe qualifié de terroriste sponsorisé par la France et l'Algérie obligerait la junte à changer radicalement ses éléments de langage, mais le retour de la paix est sans doute à ce prix. Je rappelle, Catherine, qu'aucune insurrection au Mali, depuis celle de 1963, ne s'est réglée par la guerre. Merci François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique.